On va démarrer cette année par un chapitre 0, un chapitre qui va nous servir en fait toute l'année. Donc je l'ai baptisé S0 étant donné qu'on démarre le bloc signal, mais en fait il va vraiment vous servir absolument tout le temps. Donc dans ce premier chapitre, on va voir deux notions très importantes. La première, c'est la notion d'homogénéité, c'est ce qui vous permettra de vérifier que vos calculs sont justes. Et la deuxième, c'est la notion d'incertitude que l'on va rencontrer principalement en TP, mais qu'il faut absolument avoir à l'esprit quand vous êtes physicien et que vous voulez comparer ce que vous faites avec la vie réelle. Bien, alors on va démarrer par une première partie sur l'homogénéité et on va démarrer aussi par une première section sur les unités. Donc là déjà, première chose en physique, vous avez des grandeurs qui sont des grandeurs qu'on appelle dimensionnées. Elles ont une dimension et à chaque dimension est associée une ou plusieurs unités. On sait, pour pouvoir discuter tranquillement avec nos collègues, nous avons fabriqué un système qu'on appelle système international qui permet à tout le monde d'avoir le même jeu d'unités. Alors attention, c'est pas parce que vous avez une unité que tout le monde va la partager avec vous. Par exemple, aux États-Unis, on utilise pour mesurer les vitesses le miles per hour, le nombre de miles que vous faites par heure, alors qu'en France, c'est plutôt le kilomètre par heure, voire le mètre par seconde quand vous finissez quand même par utiliser les unités du système international. Donc, dans le système international, il y a 7 jeux d'unités fondamentales, 7 grandeurs fondamentales, à quelles sont associées à chaque fois une unité. Donc, avant de commencer, j'aimerais que vous mettiez sur pause pour réfléchir à quelles peuvent être ces 7 grandeurs fondamentales à partir desquelles on a choisi de construire toutes les autres. C'est bon, vous avez réfléchi? Donc on va essayer de les énoncer et puis vous verrez par la suite, notez-les-vous au crayon si jamais, mais vous verrez par la suite si ça correspond à ce que vous attendiez ou pas. Alors, la première unité à laquelle on peut penser, c'est la seconde. La seconde, qui se note avec un petit s comme ça, c'est une unité de temps. Alors vous voyez que le terme unité se rapporte à la seconde et le temps, c'est la grandeur que mesure cette unité. Alors bien sûr, un temps, on peut le mesurer en plein de choses. On peut le mesurer en secondes, en minutes, en heures, en nanosecondes, en sabliers qui permettent de savoir quand est-ce que vous avez fini votre quart. Donc tout un tas d'unités possibles, mais on s'est mis d'accord dans le système international pour toujours mesurer le temps en secondes en prenant une définition claire de la seconde. Alors, il y a pour toutes ces unités toute une liste de lecture que je vais vous mettre ici qui correspond à ce que YPensée a fait pour donner tout l'historique qui est derrière.
ce qui nous intéresse à notre niveau, c'est bien sûr d'avoir des idées d'où viennent ces unités, mais surtout de les utiliser et de savoir lesquelles correspondent à quoi. Et donc, c'est très bien d'avoir une idée historique de comment est-ce que ça s'est fait. Ça n'est pas forcément nécessaire pour vous de le noter pour absolument le savoir dans ce cours. Toujours est-il que l'unité de temps, la seconde, à la base avait été définie comme 1 400e du jour moyen, puisque dans un jour de 24 heures à 60 minutes par heure et 60 secondes par minute, vous avez 86 400 secondes dans un jour. Alors le problème, c'est que le jour varie au cours du temps, donc le long d'une année, d'une révolution de la Terre autour du Soleil, on a pris le jour moyen et donc on a défini la seconde comme ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, comme justement l'orbite de la Terre change un tout petit peu aussi, la définition change avec ce changement d'orbite, ce qui était embêtant. Et donc, on a fini par le prendre comme étant un nombre d'oscillations entre deux états hyper fins d'un atome de césium 133 à une température de 0 Kelvin. Alors bien sûr, en pratique, on n'arrive jamais au 0 Kelvin, mais on peut arriver suffisamment proche pour que les mesures soient suffisamment précises. Donc, ça, c'est votre définition, c'est la définition de la seconde, et ça nous sert à mesurer le temps. Ensuite, on va avoir besoin de mesurer des longueurs, et pour ça, on a défini le mètre. Donc, le mètre, il se nomme petit m, et c'est l'unité de longueur. Alors les unités de longueur, ça il y en a eu beaucoup. Il y a eu le pouce pour les Anglais, la coudée, le pied, le yard, le mètre, le mile, le nœud marin, bref, vous avez des tas d'unités de longueur, la toise aussi à l'époque de Charlemagne, puisque la toise était la taille de la statue de Charlemagne qui était exposée je ne sais où, et qui est restée pendant longtemps une unité. Le problème, c'est que personne, du coup, n'avait la même unité que son voisin. Parfois, la toise d'un village n'était pas tout à fait que la même que la toise du village voisin. Et donc, pendant la Révolution française, les scientifiques français de l'époque se sont dit, quitte à faire la Révolution, on va aussi faire la Révolution au niveau des unités et on va définir le mètre. Alors, le mètre, comment est-ce qu'il était défini à la base? Il était défini comme le millionième du quart de la circonférence terrestre. C'est pour ça que la Terre fait en circonférence exactement à la base 40 000 km, 40 millions de mètres. Alors pourquoi ils avaient défini ça? Parce qu'un méridien c'est quelque chose qu'on peut mesurer et ils se sont dit la Terre appartient à tout le monde, elle sera toujours là dans 1000 ans, donc on va pas se baser sur la taille qu'avait Charlemagne qui est très franco-français et qui du coup n'allait pas être adopté partout, mais il fallait que chacun puisse remesurer son mètre pour être sûr que ça marche. En pratique on le fait une fois et puis on fait confiance, mais si on veut on aurait pu le refaire. Par la suite, le mètre a été défini comme étant la longueur, enfin une fraction exacte de la longueur que parcourt la lumière dans le vide pendant une seconde. Étant donné qu'on a une définition précise de la seconde, le mètre découle en fait de la valeur de la vitesse de la lumière. Et donc, étant donné qu'on a fixé la vitesse de la lumière, on peut obtenir la valeur du mètre correspondant. Après, vous avez le kilogramme. Alors, le kilogramme, normalement, l'unité de base, ça aurait dû être le gramme, mais là, c'est la seule exception dans le système international pour lesquels vous ayez un préfixe qui signifie 1000 ici pour kilo. Hein. Je vous rappelle, le M pour milli, c'est un millième, K, c'est kilo, c'est 1000. Grand M, c'est méga, c'est 1 million. D, c'est déci, c'est un dixième. DK, c'est DA, c'est diffs. Bref, il y a plein de petites choses que vous avez dû apprendre en CM1, CM2 qui vous permettent de subdiviser les choses. Et donc, plutôt que de choisir le gramme, on a choisi le kilogramme parce que le gramme, c'était finalement un petit peu petit. Et le kilogramme, eh bien, pour le définir, en fait, on a dit c'est la masse de 1 kg. C'est-à-dire que ils ont fait un prototype du kilogramme en platine iridiée, donc un alliage de platine et d'iridium. Et ce prototype, ils ont appelé ça le kilogramme. Ils ont fait des copies, ils ont envoyé les copies aux quatre coins du monde et tout le monde avait le même kilogramme.
Ils l'ont fait de sorte que 1 kg corresponde normalement à la masse pour 1 décimètre cube, 1 litre d'eau pure à 4 degrés Celsius. Alors pourquoi 4 degrés Celsius? Tout simplement parce que il fallait que c'est un maximum en fait de la densité de l'eau, et donc pour avoir ce kilogramme, ça correspondait à 1 décimètre cube d'eau. En pratique, donc on avait, comme ici on avait en fait fait un mètre étalon avant que ce soit défini en fonction de la vitesse de la lumière, on a fait un kilogramme étalon, et pendant longtemps ça a été la seule unité du système international qui n'était pas basé sur des constantes de la nature. Maintenant, ça a changé depuis 2018. Elle est définie, le kilogramme est défini à partir de la constante de Planck. Donc, on a posé la constante de Planck qui devient vraiment une constante et pas un truc qu'on mesure et qui est censé avoir une valeur constante. Donc, pour nous, elle est constante. Elle vaut une valeur avec 9 chiffres significatifs, donc 8 chiffres après la virgule. Et vous avez, en fonction de la constante de Planck, on peut en déduire le kilogramme qui est une unité de masse. Donc déjà à partir de ça, le kilogramme, le mètre et la seconde, on peut faire déjà pas mal de choses. C'est ce qu'on appelle le système MKS, mètre, kilogramme, seconde, qui a été mélangé parfois avec le système CGS, beaucoup utilisé par les astronomes, parce que très adapté en fait au système astronomique, puisque c'était le centimètre, le gramme et la seconde, bien sûr mesurer une étoile, la masse d'une étoile en grammes, c'était vachement plus adapté que le kilogramme. Mais donc vous avez le système MKS qui vous permet d'avoir l'unité de pression, l'unité d'énergie, l'unité de puissance, donc déjà pas mal de choses qui s'expriment juste en fonction de ces 3 unités fondamentales. Après, à quoi peut-on penser d'autre comme unité? Il nous faut une unité pour faire de l'électricité, comme on le verra dans les chapitres après l'optique. Donc pour l'unité d'électricité, on a choisi de se baser sur l'ampère. Donc l'ampère, qui s'écrit avec une minuscule, mais dont l'unité se représente avec une majuscule, parce que ça a été nommé en l'honneur de Monsieur Ampère, qui était un des pionniers de l'électricité. Donc l'ampère, c'est l'unité d'intensité électrique. Et ça va nous permettre, comme on le verra dans le chapitre sur l'électricité, de mesurer le nombre d'électrons, plutôt la charge qui passe par unité de temps dans un câble électrique. Et à partir de lui, on peut utiliser toutes les unités électriques et en déduire là-dessus. Donc après le système MKS, on a souvent utilisé MKSA, parce qu'on a rajouté cette unité pour tous les électriciens qui ne pouvaient pas faire autre chose, parce qu'on avait besoin d'une unité supplémentaire. Alors, l'unité historique s'était définie en fonction de la force que 2 fils infinis exerçaient l'un sur l'autre. Vous prenez un fil infiniment fin et infiniment long, un deuxième fil infiniment fin, infiniment long, vous le mettez exactement à 1 mètre de distance, qui est plutôt difficile. Vous faites passer exactement 1 ampère à l'intérieur, alors la force que l'un exerce sur l'autre vaudra exactement 4 pi 10-7 newtons. Outre le fait que cette force est extrêmement faible, la réalisation pratique d'un truc avec des fils infinis et un courant qui est exactement le même dans les 2 fils qui sont séparés exactement d'1 mètre, c'était très difficile, donc c'était pas forcément utile. Aujourd'hui, l'ampère est défini en posant la charge électrique, et donc on a la charge élémentaire de l'électron qui vaut 1,6 et des tas de chiffres derrière 10 puissance moins 19, donc on a 9 chiffres après la virgule avec la valeur qu'on a posée, le plus proche possible en fait de l'ancienne valeur mesurée de la charge de l'électron. Et une fois qu'on a posé ça, cette charge s'exprime en coulombs, et les coulombs, c'est des ampères secondes, ampères multipliés par des secondes, et ce qui nous permet de définir un ampère à partir de la charge d'un électron. Donc la nouvelle définition, celle qui date de 2018, s'appuie énormément sur le fait que vous voulez tout faire à partir des constantes fondamentales de la nature.
Qu'est-ce qu'il nous reste? On en a 4, c'est déjà pas mal. Une cinquième, ça va être l'unité de température. L'unité de température, c'est le Kelvin, en l'honneur de Lord Kelvin, qui a beaucoup fait pour la thermodynamique. Et donc, ça se note avec un K majuscule pour l'unité, mais un K minuscule quand on veut la mettre en toutes lettres. K majuscule parce que ça vient d'un nom, K minuscule parce que là, c'est pas Lord Kelvin, justement, c'est l'unité correspondante. Voilà, et donc le Kelvin, ça va être une unité de température. Alors, comment est défini ce Kelvin? Eh ben, de nouveau, dans la nouvelle définition de 2018, elle s'est définie à partir d'une constante fondamentale. Et la constante fondamentale qu'ils ont choisie, c'est la constante de Boltzmann, qu'on verra tout à la fin de l'année quand on fera de la thermodynamique, avec notamment le facteur de Boltzmann. Ça va souvent intervenir sous forme KBT et KBT. La constante de Boltzmann, ça va être des joules, Kb fois T, c'est une énergie, donc ça va nous donner des joules par Kelvin au niveau de la constante de Boltzmann. Étant donné que les joules, on verra un petit peu plus tard que ça s'exprime uniquement en fonction du kilogramme, du mètre et de la seconde, qu'on connaît déjà, on peut donc asseoir notre définition de la température dessus et avoir cette unité du Kelvin. À noter que le Kelvin est une unité de mesure de température absolue, il n'existe pas de température négative en Kelvin, ça on verra justement une interprétation, parce que le Kelvin, la température représente l'agitation des molécules, et bien le pire qu'on puisse faire c'est qu'une molécule soit absolument pas agitée, agitation nulle, température nulle, une agitation négative on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas le définir. Donc les Kelvin c'est ce qu'on appelle la température absolue, et puis vous allez avoir que la température en Celsius va être décalée de la température en Kelvin de 273,15 degrés, et donc pour passer de l'un à l'autre, vous additionnez ou soustrayez selon le sens que vous voulez utiliser l'un à l'autre. Pour avoir la température en Kelvin, en Celsius, qu'on note souvent avec un θ, on prend la température en Kelvin et on soustrait les 273,15. Donc en d'autres termes, le 0 degré Celsius vaut 273,15 Kelvin. Donc ça fait partie des changements, enfin des conversions que vous devez savoir faire. Donc gardez-le dans un coin de votre tête, ça doit pouvoir se retrouver très facilement. Autre chose à savoir retrouver très facilement, le fait que un jour c'est 24 fois 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 86 400 secondes. Ça, c'est pas quelque chose qui doit vous arrêter. Si jamais on vous donne un résultat en jour et que vous devez l'avoir en secondes, vous devez être capable de convertir facilement. Pareil, si on vous donne un résultat en année, vous savez qu'une année, c'est 365,25 jours. Pour les mètres, il apparaît la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, comme on a dit, ça a une valeur exacte. Normalement, c'est 299 792 458 mètres par seconde. Alors la valeur que vous devez connaître, c'est que c'est 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est-à-dire que vous avez une valeur de la vitesse connue quand même à 3 chiffres significatifs, qui est très proche des 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Donc là, à connaître cette valeur de la vitesse de la lumière pour pouvoir s'en dépatouiller. Le kilogramme, ça, ce qui est associé, c'est en fait la masse volumique de l'eau, puisque la masse volumique de l'eau, normalement, étant donné que vous avez 1 kg dans un décimètre cube, donc la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Alors le litre, on le note souvent grand L pour pas confondre avec le petit L, donc, ou un 1 en unité, enfin en typographie. Quand on imprime, donc prenez l'habitude de le mettre comme ça, et du coup, étant donné qu'un litre c'est un millième de mètre cube, un litre c'est à peu près cette taille-là, un mètre cube c'est beaucoup plus grand, donc ça vous donne du 10 puissance 3
du 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut que vous connaissiez. Et pour finir, associé à l'ampère, vous avez que la charge élémentaire, plutôt la valeur absolue de la charge élémentaire de l'électron, ça vous donne 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et comme dit, le coulomb, c'est des ampères secondes. Ça, c'est ampères secondes. Voilà, donc là déjà, on a avec ces 5 unités l'essentiel des unités qui vont nous servir en physique. Il en reste encore 2. Une qui vous servira particulièrement en chimie et une autre qui ne vous servira pas en pratique, mais qu'on doit donner quand même pour pouvoir être complet au niveau de l'utilisation. Alors, il me reste quoi? Il me reste l'unité qu'on croise toujours en chimie. Cette unité, c'est la mole. La mole, dont le symbole c'est mol, sans E, et c'est une unité de quantité de matière. Quantité de matière. Et cette unité de quantité de matière, elle vous sert en fait à compter les atomes. Elle est définie depuis 2018 à partir du nombre d'Avogadro. Donc on a fixé la valeur du nombre d'Avogadro à une valeur de nouveau avec beaucoup de chiffres significatifs. Vous, ce que vous devez retenir, c'est que ce nombre d'Avogadro, il a une valeur approchée qui est relativement facile à retenir. Déjà, vous devez retenir que c'est 6 fois 10 puissance quelque chose. Alors, je vais mettre les virgules après parce que le 10 puissance quelque chose va me servir à le retrouver. Il y a un moyen mémotechnique. En fait, le nombre d'Avogadro, c'est 6 10 puissance 23. Et si vous avez retenu ça, en fait, vous avez gratuitement les 3 chiffres qui sont là, puisque c'est 6,022. Vous voyez, 22, 23. 6,022, 10 puissance 23. Atomes par mol, et donc ça s'exprime en mol-1. Donc il suffit pour voir à quoi correspond une mol, de compter 6,022 particules. Ça peut même être des atomes, des molécules, des photons si vous voulez. Donc 6,022 10 puissance 23 particules pour fabriquer une mol de matière ou une mol de n'importe quoi. Alors historiquement, c'était défini à partir du kilogramme, qui lui était défini à partir du kilogramme étalon. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de changer. Et c'était la masse, plutôt le nombre d'atomes qui correspondait exactement à 12 grammes de carbone 12. C'est pour ça qu'en fait, les masses molaires sont très proches des numéros de masse atomique de vos atomes. Alors ça change un tout petit peu pour des raisons de cohésion du noyau et d'interaction forte, d'équivalence masse-énergie, mais disons que dans un premier temps, vous pouvez retenir que le nombre de nucléons que vous avez, protons ou neutrons à l'intérieur de votre noyau, correspond à peu près à la masse molaire, donc le nombre de grammes par mol, du fait de la première définition qui avait été prise pour la mol. Maintenant, on a fixé le nombre d'Avogadro, et vous devez retenir sa valeur pour pouvoir l'utiliser facilement. Dernière unité, est-ce que quelqu'un la connaît? Donc la dernière unité, c'est la candela. La candela, qui s'écrit et qui s'abrège CD, c'est l'unité d'intensité lumineuse. Alors celle-là, honnêtement, sauf si vous travaillez explicitement dans le milieu dans lequel il va falloir mesurer des intensités lumineuses, vous ne l'utiliserez jamais, puisque même pour les intensités lumineuses, même les astronomes préfèrent en fait l'énergie ou la puissance surfacique émise par les étoiles pour mesurer l'intensité lumineuse. Et cette définition-là, qui s'appuie sur en fait des caractéristiques de l'œil humain,
eh bien, c'est un petit peu embêtant de s'appuyer sur quelque chose, alors que certes, tout le monde possède un œil, mais qui est difficile d'avoir exactement les mêmes caractéristiques d'un œil à l'autre. Donc là, je vous laisse regarder aussi le petit résumé de Y penser, qui est très bien fait sur le sujet et permet d'avoir une idée des choses qu'il va falloir dire là-dessus. Bien. Alors, on a maintenant nos 7 unités fondamentales du système international, sachant que celles qui vont nous servir, c'est les 6 premières principalement. Et on va pouvoir essayer de définir une notation. Alors, pour faire de l'analyse dimensionnelle, on verra tout à l'heure ce que ça va nous amener, mais cette analyse dimensionnelle, on a besoin de se simplifier la vie. Alors il y a un adage là-dedans, c'est que si à la fin vous vous retrouvez avec des crochets partout, c'est que vous utilisez mal la notation que je vais vous introduire ici. Et très souvent, dans vos devoirs, je vais m'amuser à barrer tous les crochets en trop que vous avez mis, parce que vous avez confondu les notations. Donc, la notation qu'on va essayer d'utiliser, une notation, c'est la notation entre crochets, et cette notation, elle dit que ce que je note entre crochets, ça s'appelle la dimension de quelque chose. Donc si je note par exemple crochet X, je traduis ça par dimension de X, quel que soit ce X. Et donc le crochet, quand je le vois, je me dis c'est la dimension de ce machin. Alors, pourquoi introduire un truc comme ça et pourquoi la plupart du temps je vais vous barrer les crochets? Parce que moi ce que je veux travailler, ce avec quoi je veux travailler, ce sont les dimensions qui sont là, pas les unités. Attention, je vais être un peu chiant sur le départ, mais je préfère, et d'ailleurs tout le monde normalement préfère, qu'on ne travaille pas sur les unités, mais sur la dimension. Alors, il faudra faire attention dans les exercices. Si on vous demande quelle est l'unité de la pression, par exemple, dans le système international, il va falloir travailler d'abord sur la dimension pour savoir si ça fait intervenir une masse, une longueur, un temps, et après convertir ça, une fois que vous avez la dimension, en disant que c'est une masse multipliée par une longueur, divisée par un temps au carré, ou quelque chose comme ça. Donc, une fois que vous avez la dimension, vous traduisez en unité internationale, ce serait le kilogramme, mètre, seconde, moins 2. Alors bien sûr, là ce que j'ai dit, c'est pas la pression, c'est une unité de force, mais on pourra revérifier tout ça par la suite. Donc, ce qu'on va dire, c'est que à chaque grandeur est associée une dimension et une notation correspondante à cette dimension. Donc par exemple, quand j'ai un temps, très souvent, les temps vont être notés petit t. Donc là, ça me dit dimension d'un temps. Mais plutôt que de me balader avec ça et avoir des crochets partout, la dimension d'un temps, la dimension de t, c'est un temps. D'accord? La grandeur associée à t, c'est un temps. Et ce temps, on va le noter grand T. Alors attention, il ne faudra pas confondre avec ce grand T là. Le problème des physiciens, c'est que l'alphabet est limité, qu'on veut quand même utiliser des lettres qui servent souvent, manque de bol, température, ça commence aussi par un T, donc on a noté grand T. Alors très souvent, quand on va voir une température en fonction du temps, comme le temps de notre petit T, température grand T, on n'a pas de souci, mais quand on veut faire du calcul dimensionnel, il peut arriver qu'on arrive à ça. Alors certains ne notent aussi grand D pour durée. Le problème, c'est que grand D, il y en a d'autres qui utilisent ça pour distance, qui va être une unité de longueur. Donc, voilà, il faut s'adapter, mais en gros, si vous utilisez ça, la plupart du temps, vous n'aurez pas de soucis, parce que c'est quand même assez rare qu'on mélange du temps, de la température et de l'analyse dimensionnelle, même si ça peut arriver. Donc, quand on arrive à une unité, à notre mètre, à notre longueur, une grandeur qui est une longueur. Par exemple, x, souvent, ça représente une position, donc une longueur. La dimension de x, on va le noter que c'est grand L. Et ça, c'est la dimension, c'est une longueur. X est une longueur. La dimension d'une masse, qui est très souvent notée petit m, donc la dimension de petit m, c'est grand M, et c'est ce qu'on va
t, une masse. Vous voyez qu'à chaque fois que j'utilise des majuscules, comme ça, je ne me trompe pas et j'ai toujours la même chose. Pour une intensité électrique, souvent les intensités électriques, elles sont notées petit i, grand I. Alors, la dimension de I, c'est une intensité. Et donc, on va la noter grand I. C'est pour ça que je vous dis que une fois, on place, en règle générale, on place les dimensions au départ. Donc, les crochets sont dans la première ligne de votre calcul. Et après, votre but, c'est de vous débarrasser des crochets. Soit parce que vous arrivez directement à quelque chose, un T, vous savez que c'est un temps, donc vous pouvez le mettre directement et le remplacer par grand T, puis crochet. Soit parce que vous avez réussi à dire une vitesse, c'est un x divisé par un t, donc j'ai la dimension de x sur la dimension de t, donc c'est une distance sur un temps, et au fur et à mesure, par manipulation successive, vous vous déplacez et vous vous débarrassez des crochets. Alors, pour les températures, donc comme dit, il y a deux notations qui s'affrontent souvent, soit de θ, on note très rarement petit t, parce que justement il y a le temps, soit de θ pour les températures en Celsius, grand T pour les températures en Kelvin. Température en Celsius ou en Kelvin, ou même en Fahrenheit, c'est toujours une température, ça a la même dimension. Donc, on va noter la dimension de θ, ou la dimension de grand T, on va le noter comme étant grand θ. Alors, grand θ, comme ça, c'est un cercle avec une sorte de petit truc au milieu. Et donc, on va pouvoir manipuler les températures là-dedans. Alors, si vous voulez noter K, parce que vous confondez avec l'unité, le Kelvin, on ne vous en voudra pas, c'est relativement facile à comprendre. Méfiez-vous avec quand même les unités, gardez toujours les dimensions, parce que le problème, c'est que M, très rapidement, vous allez confondre le M des mètres avec le M de la masse. Donc, préférez tout le temps utiliser les dimensions. Bien, la quantité de matière en chimie, vous notez ça souvent petit n, on va le noter par grand N, puisque c'est un nombre de molécules. Grand N, c'est une notation assez standard, et puis l'intensité lumineuse, comme dit, on ne va pas du tout les utiliser, et donc on ne choisit pas de notation correspondante. Si jamais vous avez un système qui vous demande de l'utiliser, comme de toute façon vous n'avez rien à comparer, utilisez les notations de l'énoncé, essayez de vous adapter, mais nous là dans les exercices, ces notations-là suffiront amplement à utiliser tout ce dont on a besoin. Bon, alors avec tout ça, j'ai des unités, des notations, mais je ne peux pas avoir tout à disposition. Qu'est-ce qui se passe avec les angles? Vous avez défini en maths les notions d'angle. D'angle, généralement, on dit des angles plats. Dans le plan, vous prenez un triangle, il y a un angle entre deux. Et ces angles, les angles sont toujours, en physique, pour pouvoir les utiliser correspondants, les utiliser correctement en radians. Pour autant, le radian est sans dimension. Donc ça, c'est l'unité. On a quand même une unité associée, mais elle est sans dimension. Alors pourquoi c'est sans dimension? Tout simplement parce que les angles, ce sont des rapports de deux distances. Et étant donné que c'est un rapport de deux distances, si vous faites le rapport de distance, il n'y a plus de dimension, ça disparaît. Alors pourquoi? Parce que quand vous prenez un cercle, par exemple, de rayon R, l'angle alpha qui est là, c'est le rapport, c'est défini comme étant le rapport de l'arc, la longueur de l'arc qui est ici, sur le rayon. Donc là, si j'ai l'arc, vous avez que alpha, en radian, c'est l'arc divisé par le rayon. Et ça me donne un rapport de 10 dimensions. Et donc, quand je regarde la dimension de alpha, c'est une longueur divisée par une longueur, et c'est donc 100 dimensions finalement.
Donc ça me dit que les angles, j'ai besoin d'une unité, mais cette unité n'a pas de dimension. En d'autres termes, quand on fera du calcul dimensionnel, la dimension d'un angle, ce sera 1, donc ce sera sans dimension, parce qu'on a besoin d'un truc qui se comporte bien au niveau des multiplications. Et il n'y a que certains cas particuliers, où je vous embêterai particulièrement là-dessus, pour faire la différence entre une fréquence, qui est un nombre de tours par seconde, et une pulsation, qui est un nombre de radians par seconde. Il y a un facteur de pi, puisque un tour, ça fait 2 pi radians. Et parce que les mathématiciens, ils n'ont pas choisi que ça fasse 1, voilà, ils l'ont défini comme ça, géométriquement à la base, et puis historiquement, du coup, ils l'ont conservé. Donc, on va faire cette différence seulement dans certains cas. Donc, on aura une pulsation, ce sera des radians par seconde, une fréquence, ce sera des tours par seconde, donc juste des par seconde, donc des secondes moins 1, donc des hertz. Et ça va nous permettre de simplifier parfois certaines expressions. Bon, et alors, ça c'est pour l'angle plat. On va préciser quand même que c'est pour les angles plats. Et à retenir, ça, parce que ça va nous servir assez souvent, qu'un arc de cercle, quand je connais l'angle alpha qui est là, ben, l'arc est donné directement par le produit R alpha. Donc je sais mesurer un angle de cercle. C'est ce qui vous donne tout de suite que le périmètre, ben, c'est l'arc pour un angle de 2π. Et donc vous avez que le périmètre de votre cercle, c'est le rayon que multiplie l'angle quand on parcourt tout le cercle, c'est-à-dire 2π. Et donc vous retrouvez le fameux 2πr. Donc ne vous trompez plus jamais sur le périmètre d'un cercle, contrairement à l'aire de ce cercle qui vaudra pi r carré. Donc ça, il faudra faire attention. De toute façon, l'analyse dimensionnelle va nous permettre de faire les choses assez joliment et assez correctement. Alors, il y a un autre truc, la généralisation des angles plats. Vous voyez que les angles plats, c'est l'angle qui intersecte un arc de cercle. Vous avez une généralisation pour des angles solides. Les angles solides, c'est quand vous avez une sphère. Prenez une sphère de rayon R. Voilà, donc il faut l'imaginer qu'il vient un tout petit peu vers vous, ce R. Ah ben, l'angle solide, ça va être un machin, l'angle à l'intérieur d'un cône ici, et va être défini en fonction de la surface S qui est ici. Et donc c'est défini de sorte que votre angle solide, qu'on note souvent oméga, ça va être la surface divisée par r carré. Et donc l'angle solide maximum, étant donné que la surface d'une sphère, c'est 4π r carré, ça c'est un truc à retenir, on redémontrera, mais qu'il faut absolument savoir, en plus du volume de la sphère. Donc là, la surface d'une sphère, c'est 4π r carré, et donc les angles solides qui s'expriment en stéradians, donc les angles solides s'expriment en stéradians et varient entre 0 et 4π. L'angle solide total, c'est quand vous balayez toute la surface de la sphère, et donc vous vous retrouvez avec le 4π qui est ici. Bon, les angles solides, vous pouvez à la limite l'oublier. Par contre, les angles plans, ça, on va les utiliser très souvent, et donc il va falloir le connaître. Par contre, là, à savoir la surface de la sphère, j'en profite pour vous redonner la surface du cercle. À retenir, c'est pi r carré. Alors vous voyez que la surface d'une sphère, c'est 4 fois la surface de sa section. Vous sectionnez ici votre sphère, vous coupez votre orange en deux, la surface de la section va être 4 fois plus faible que la surface de la peau de l'orange.
Mais bon, ce qui va être important, c'est que c'est du r carré, parce que pour avoir une surface, il faut que ce soit en mètres carrés, une longueur au carré. Et autre chose, pour la sphère, le volume de la sphère va être de 4 tiers de pi r cube. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut absolument connaître et ne pas se tromper, parce que c'est des points faciles que vous pourriez perdre dans un sujet. Par exemple, quand on vous parle d'une bille, qu'on vous donne la masse volumique, que vous avez besoin de la masse quelque part, il faut calculer le volume, parce que vous avez certainement le rayon de la bille, et donc il ne faut pas se tromper sur cette chose-là pour essayer de l'obtenir correctement. Voilà. Alors, tout ça, ça sert à quoi? Tout ça, ça vous sert à faire de l'analyse dimensionnelle. Et l'analyse dimensionnelle, c'est magique. C'est même pas moi qui le dis, vous pouvez demander à Diana de Physics Girl, elle vous dira exactement la même chose. My high school teacher taught me this trick, and it's called dimensional analysis, and it helped me solve so many problems during my college exams at MIT. I kid you not. L'analyse dimensionnelle, ça vous permet de vérifier que ce que vous dites n'est pas faux. Alors, ça ne permet pas de vérifier que c'est juste, mais en tout cas, ça permet de vérifier que ce n'est pas grossièrement faux. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut vous sauver la vie à de nombreuses reprises. Et simplement, et vous verrez que moi aussi, je vais l'utiliser très 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 souvent. À chaque fois que j'aurai un doute sur un truc que j'ai écrit, le premier réflexe, c'est de faire mon analyse dimensionnelle. We are not going to write down an equation in this course without checking the units to see if they make sense. En fait, normalement, dès que vous écrivez 3 lignes, vous devriez vous arrêter, vérifier dimensionnellement si c'est correct, et si ce n'est pas le cas, remonter les 3 lignes. Parce que, en fait, si vous avez une erreur, il vaut mieux la détecter relativement tôt pour pouvoir la corriger, parce que si vous avez toute une page de calcul dont il faut corriger l'erreur, qui ruisselle en cascade, ça peut devenir assez embêtant. Donc on va parler d'homogénéité des formules littérales. Alors, l'homogénéité des formules littérales, comment est-ce que ça s'utilise? Il y a un certain nombre de règles qui vous disent en fait comment est-ce qu'on peut vérifier que quelque chose est effectivement plausible. Et donc on va énoncer ces règles et essayer de voir à quoi ça correspond. Alors, première règle, vous avez que 2 termes que vous additionnez doivent forcément avoir la même dimension. On ne peut pas additionner des pommes et des bananes. Physicists use dimensional analysis all the time to make sure that we're not adding apples to oranges or pie to cake. Sounds really good though. C'est pas possible. Il faut que vous ayez la même dimension. Donc, vous pouvez avoir A plus B. Ça implique, si vous calculez A plus B, que la dimension de A est égale à la dimension de B. Donc, 2 termes qui s'additionnent doivent avoir la même dimension. Si ce n'est pas le cas, si vous m'additionnez une position et une vitesse, c'est qu'il y a une erreur. Il faudra chercher au-dessus ce que vous avez oublié, une division, n'importe quoi. Mais un truc, ou une multiplication par un temps par exemple, x plus vt c'est correct, x plus v, ça ne peut pas l'être, à condition que x soit une position et v une vitesse. Donc, il faut vraiment regarder ce genre de petits détails et en fait vous en servir pour vérifier que vous avez un échafaudage qui tient un peu la route. De la même manière, si vous avez un truc qui est égal à un autre, alors forcément, ils doivent avoir les mêmes dimensions. C'est pas possible que vous ayez une longueur qui soit égale à une surface. C'est pas la même chose. Alors bien sûr, ça peut être 1 mètre et puis 1 mètre carré de l'autre côté, on me dit reste toujours 1. Enfin, ça, si on change l'unité, par exemple, si on décide pour la surface d'utiliser les coudées carrés, on va avoir, ou un stade de rugby, vous allez avoir un souci parce que ça ne sera plus la même chose, ce ne sera plus la même valeur. Donc il faut vraiment que vous vérifiez que quand vous avez une égalité, ce qui est à gauche, c'est la même chose
que ce qui est à droite. Alors bien sûr, c'est pareil si vous faites une soustraction, parce que là vous voyez si A égale B, c'est A moins B, et donc vous avez la même chose. Mais c'est souvent plus parlant comme ça, quand vous avez une égalité de deux trucs, il faut toujours vérifier que le terme de gauche et le terme de droite sont les mêmes. Troisième règle, la dimension d'un produit, c'est le produit des dimensions. Si vous calculez la dimension de AB, d'un produit AB, eh bien c'est la dimension de A que multiplie la dimension de B. Alors ça sera extrêmement utile justement pour décomposer en fonction des dimensions les plus simples et donc réussir à, si A est dimension connue, B est dimension connue, du coup AB sera de dimension connue aussi. Donc ça, c'est une règle importante qui permet de s'y retrouver. Encore une règle, quand vous avez l'argument, c'est-à-dire ce qu'on donne à une fonction mathématique, cet argument doit forcément être adimensionné. Les fonctions mathématiques ne travaillent que sur des nombres purs, adimensionnés, donc sans dimension, et vous devez donc leur fournir. Donc l'argument d'une fonction mathématique est adimensionné. Donc vous avez si vous avez cosinus de A, exponentielle de A, ln de A, alors ln c'est un cas particulier, sinus, tangente, cotangente, enfin bref, tout ce que vous voulez. Si vous avez ça, normalement, ça impose que A est sans dimension. Donc la dimension est égale à 1. Rapport, je vous rappelle, la dimension d'un produit, c'est le produit des dimensions. La dimension d'un rapport, c'est le rapport des dimensions, puisque on peut très bien voir ça par arc multiplié par 1 sur R. Et donc j'ai des mètres multipliés par des mètres moins 1, enfin des longueurs multipliées par l'inverse d'une longueur, donc quelque chose qui se simplifie, et j'obtiens une dimension qui vaut 1. Donc l'argument d'une fonction mathématique doit être sans dimension. On va souvent croiser des exponentielles moins t sur taux. Exponentielle t sur taux, taux c'est un petit t, c'est un temps, donc taux forcément devrait être un temps. Là on aura des cosinus oméga t. Si t est un temps, oméga ça doit être l'inverse d'un temps. Alors attention, ce sera des radians par seconde, puisque les radians sont sans dimension, ça reste quand même sans dimension. Et dernière règle, donc ce qui est à l'intérieur est sans dimension, et ce que renvoie une fonction mathématique est sans dimension. Si vous avez b qui vaut exponentielle de quelque chose, ou cosinus de quelque chose, ou sinus de quelque chose, ou ln de quelque chose, etc., alors, automatiquement, la dimension de b, il n'y a pas de dimension, donc la dimension de b est égale à 1. Voilà, donc avec tout ça, on va pouvoir essayer de faire quelques petits calculs intéressants là-dessus. Et puis on va commencer par un petit exercice. Donc les exercices, ce sera le cas tout au long de l'année. À chaque fois, je vous donne un énoncé, et après, une fois que l'énoncé a été donné, vous mettez sur pause, souvent je vous le rappellerai, et vous essayez de réfléchir à ça, vous le faites par vous-même, et après vous venez vérifier si la correction va être correcte ou pas, cohérente avec ce que vous avez fait. Si jamais c'est pas cohérent, vous réfléchissez de nouveau. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous écrivez un mail, vous mettez ça dans les commentaires pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas dans votre raisonnement. Alors, on va essayer de regarder un certain nombre de formules connues ou pas et vérifier si ces formules sont homogènes. Je vais vous montrer qu'on peut faire des vérifications d'homogénéité même si on ne connaît pas forcément les choses qui sont à l'intérieur. Alors, première formule, c'est le fameux E égale MC2. Donc j'aimerais que vous vérifiez si Einstein a dit n'importe quoi ou s'il a une chance d'être correct. Donc ça c'est
en relativité. Ensuite, on va regarder en électricité. On va prendre une tension U. Et cette tension U, on va dire qu'elle vaut RI plus LDI sur dt plus CDU sur dt. Voilà, pour le moment, vous ne connaissez pas rien à l'électricité, ou peut-être pas grand-chose, mais déjà, si vous voyez ça, que c'est un collègue qui l'a écrit, est-ce que vous êtes capable de lui dire que c'est juste ou c'est faux, très clairement faux, à quel endroit ce serait faux, et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une incohérence? Après, on a une autre formule en thermodynamique qui dit qu'une énergie, ça peut être une pression que multiplie un volume. Ça, c'est deux trucs assez bizarres. Une pression multipliée par un volume. Est-ce que ça peut faire une énergie? Oui ou non? En mécanique, on va avoir une accélération qui va s'écrire mg moins une force divisée par une masse. Est-ce que quand quelqu'un écrit une formule comme ça, est-ce que ça peut être correct? Ou est-ce qu'il y a eu un oubli? Est-ce qu'il y a eu un problème quelque part? Et puis on va refaire un truc en électricité avec ce qu'on appelle une tension complexe. Donc on va le souligner comme ça, mais ça ne change rien du tout, ça reste une tension. Et cette tension complexe de sortir est égale à une tension d'entrée divisée par du 1 plus J RC oméga. Donc oméga, une pulsation en radians par seconde. C, qui apparaît ici aussi, c'est ce qu'on appelle une capacité. Alors je peux vous donner une indication supplémentaire qui est que on a la loi du condensateur qui dit que I c'est CDU sur dt. Et puis on a une loi de la bobine qui dit que U c'est LDI sur dt. Avec un certain contexte, mais on va apprendre ça. Et puis avec ça, maintenant, vous avez suffisamment de choses pour réussir à vérifier s'il y a un ou pas un problème d'homogénéité. Et puis on va regarder à quoi ça correspond. Mettez sur pause, faites les calculs au crayon ou sur une feuille de brouillon à part. Le mieux, c'est quand même de l'avoir dans le cahier pour pouvoir le voir par la suite. Et puis ensuite, regardez la correction correspondante. C'est bon? Alors, au niveau de la correction, E égale mc2, avec E, une énergie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plausible? Eh bien, on va déjà regarder ce que me donne mc carré. Donc mc carré, quand je regarde la dimension de mc carré, c'est la dimension d'une masse multipliée par la dimension d'une vitesse fois une vitesse, donc une dimension de vitesse au carré. Alors vous voyez qu'au début, je pars avec des crochets. Au fur et à mesure, je distribue ces crochets avec les règles qu'on a décrites tout à l'heure. Et maintenant, mon but, c'est de me débarrasser de ces crochets. Une masse, ça a la dimension m, ça a la dimension d'une masse. Donc je note grand M. Dimension d'une masse, c'est grand M. Et je multiplie par un machin au carré et une vitesse, c'est une longueur divisée par un temps. Ça va être donc du L t-1 au carré. Je développe, ça me donne du m carré, L carré, t-2. Ok, donc ça, c'est la dimension d'une énergie. Au passage, l'unité du système international de l'énergie, c'est le joule, notez grand J, et vous voyez que le joule, c'est, à condition que je ne fasse pas d'erreur dans ma copie avec tous ces carrés, c'est du kilogramme mètre carré seconde moins 2. Donc là, vous avez le joule qui correspond au 1 kg mètre carré seconde moins 2. Alors, pour avoir la dimension d'une énergie, il faudrait avoir une autre énergie sous la main. Une autre énergie sous la main, ça peut être par exemple mgz ou mgh, l'énergie potentielle de pesanteur que vous avez dû croiser durant vos études. Donc ce mgh, vous voyez que c'est la dimension d'une masse multipliée par
la dimension de G, on va réfléchir à ce que c'est, multiplié à la dimension de H. Bon, une masse, c'est grand M, sa dimension. G, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. C'est donc une accélération. Une accélération, c'est quoi? C'est la dérivée d'une vitesse, c'est donc des mètres par seconde, divisé par des secondes, donc une longueur divisée par un temps au carré. Donc je multiplie par L t-2, et H, c'est une longueur. Et vous voyez que dimensionnellement, je me retrouve aussi avec du M, L carré, t-2. J'ai la même chose à droite et à gauche. Deux choses ne peuvent être égales que... Enfin, si deux choses sont égales, alors forcément elles ont la même dimension. Inversement, si j'avais trouvé des dimensions différentes, ça veut dire que l'égalité ne pouvait pas être valable. Donc là, tout ce que je peux dire, c'est que Einstein ne s'est pas grossièrement trompé. Il a dit un truc au moins qui est dimensionnellement correct. Donc on a fait l'analyse dimensionnelle de son calcul. Bon, si je prends... Donc ça c'est Einstein, vérifie. Si je prends U égale RI, plus LDI sur DT, plus CDU sur DT. Bon. Déjà, U, c'est une tension. Vous avez dû voir à un moment que RI, c'est une tension aussi, ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc cette partie-là, avec le I, elle est juste. Elle est tout à fait correcte. Après, il faut que je vérifie que les deux autres, ce soient aussi des tensions. Vous voyez que LDI sur DT, c'est aussi un machin qui va être correct, puisque ça ressemble à une tension. C'est donné par cette relation-là. Le problème, c'est que le CDU sur DT, c'est un courant. Et un courant, c'est pas une tension. Sinon, on l'aurait appelé différemment. Et donc, cette partie-là, forcément, elle est fausse. Alors, elle est fausse, c'est pas forcément, je vais pas simplement jeter le terme et le faire disparaître discrètement sous le tapis. C'est que forcément, dans les calculs d'avant, j'ai dû faire une erreur. Soit une erreur dans ma formule, soit une erreur j'ai oublié de simplifier, de diviser, il y a peut-être une résistance qui croisait, parce que RC du sur dt, ce serait bon, puisque c'est R fois I, et RI, c'est bien une tension. Donc, il faut juste que je vérifie un petit peu plus haut si ça correspond bien et si j'obtiens les bons résultats. Et avec ça, je peux sauver une demi-page de calcul à rien qu'en me rendant compte que y avait un problème et que le problème vient d'ici. Ça ne sert à rien de tout refaire depuis le début en se disant que bon, j'ai dû faire une erreur quelque part, je recommence. Non, il faut analyser où vous avez fait les erreurs. Les erreurs, vous en ferez. C'est une nécessité, c'est sûr, c'est absolument certain. Mais il faut savoir où vous avez tendance à les faire. Et les meilleurs, ce ne seront pas ceux qui ne feront pas d'erreur. Ce seront ceux qui sauront où trouver l'origine de leurs erreurs et les corriger rapidement et efficacement. Ce qu'il faut, c'est avoir un code correcteur d'erreurs qui vous permette de remonter aux choses directement. Bon, donc là, problème, quelque part, et donc il va falloir que l'élève revoie sa copie. Celui-ci, pression fois volume, est-ce que ça a une chance d'être une énergie? Bon, c'est pas grave, on va reprendre, on va se dire le produit PV. C'est donc la dimension d'une pression multipliée par la dimension d'un volume. Alors attention, de nouveau, on est limité par l'alphabet. Pression, ça commence par un P. Poids, ça commence par un P. Mais un poids, c'est une force. Une pression, c'est une force par unité de surface. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il faut toujours, quand on utilise une lettre, se dire quel est le contexte dans lequel on est en train d'utiliser cette lettre. Là, je vous l'ai dit au départ, c'est une pression. Eh bien, une pression, je viens de le redire, c'est une force par unité de surface. Donc, c'est une force divisée par une surface. Et la dimension d'un volume, c'est une longueur fois une longueur fois une longueur. Donc, c'est une longueur au cube. Vous voyez comment mes crochets disparaissent au fur et à mesure. Je me retrouve donc là maintenant avec la dimension d'une force divisée par
sur la dimension d'une surface. Une surface, c'est une longueur fois une longueur, base fois hauteur par exemple, donc c'est une longueur au carré, multipliée par le volume qui est ma longueur au cube. Bon, alors pour trouver la dimension d'une force, moi je ne la connais pas juste comme ça, de tête directement. Et d'ailleurs, si vous le donnez directement, parce que dans les autres années, vous l'avez tellement utilisé que vous avez fini par la connaître, je ne vous donnerai pas les points. Parce que je veux que vous sachiez la retrouver à partir des trucs fondamentaux. Juste que vous me montriez que vous êtes capable de le faire. Après, par la suite, s'il y a de nouveau des trucs un peu plus compliqués, ça pourra passer parce que vous l'avez déjà fait une fois, mais au début, faire correctement, montrer que vous êtes capable et pas que vous apprenez des tas de choses par cœur. L'essentiel de ce que vous allez apprendre pendant ces 2 années, c'est vraiment des méthodes et pas des recettes, pas des trucs à apprendre par cœur qu'on applique directement comme ça. C'est des méthodes, des manières de faire, des manières de retrouver, de manière à ce que si vous avez un problème neuf qui se profile devant vous, vous puissiez le traiter alors même que vous ne l'avez jamais vu. Donc une force, qu'est-ce que je connais comme force qui me permette de récupérer les choses facilement? Une force par exemple, c'est le poids, mg. Donc ça va être la dimension de m multiplié par la dimension de g, multiplié par du L cube sur du L carré, donc finalement il ne me reste plus que du L. M, c'est facile, c'est une masse. Donc hop, dimension de M, c'est grand M, la masse. Dimension de G, G c'est l'accélération de la pesanteur. Je l'avais ici, une accélération, quand même celle-là vous pouvez la donner directement, c'est du LT-2. Et une longueur, c'est du L. Ah tiens, c'est rigolo, c'est MGL. Donc on se retrouve de nouveau avec une masse multipliée par une longueur au carré et divisée par un temps au carré, multiplié par T-2. Et ça, c'est bien la dimension d'une énergie. Et donc on se retrouve de l'autre côté avec mon crochet E. Vous voyez comment au début j'ai des crochets, au fur et à mesure ils disparaissent. Et à la fin je peux dire c'est dimension d'une énergie. Ça correspond bien à ce que je cherchais. Donc celle-ci, effectivement, c'est un résultat qu'on verra en thermodynamique qu'il faudra retenir. Le produit PV correspond à une énergie. Mécanique, bon, allez, ça va être rapide. Une accélération. Étant donné que G, c'est l'accélération de la pesanteur, on ne peut pas avoir un M devant, puisque une accélération fois une masse, c'est plus une accélération. Donc ce truc-là, à vue, on peut tout de suite dire, pour qu'il y ait égalité entre ces deux-là, je dois supprimer le M. De la même manière, ici, vous voyez que F, une force, c'est dimensionnellement équivalent à mg. Mg sur m, ça vous donne g et ça ne donne pas mg. Donc une preuve supplémentaire pour dire que ce m doit virer. À partir du moment où le m a viré, c'est homogène. Vous avez une accélération qui donne une accélération. Une accélération, c'est bien une force divisée par une masse. Vous avez la loi de Newton, la somme des forces, c'est une masse fois une accélération. Donc une accélération, c'est une force ou une somme de forces divisée par une masse. Donc avec ça, ça marche, mais si vous avez ce m qui traîne, il faut remonter dans vos calculs, savoir à quel endroit vous avez oublié de simplifier par la masse. C'est un grand classique. Dernière chose, ça, j'ai une tension. Donc je dois avoir l'égalité dimensionnelle que la dimension de US doit être égale à la dimension de UE divisée par la dimension de 1 plus JRC oméga. Alors ce J déjà c'est quoi? Comme on travaille dans les complexes, le J pour le physicien c'est en fait le I du mathématicien. Alors, pourquoi on l'appelait J et pas I? Tout simplement parce que I c'était déjà pris pour l'intensité électrique. Puis là on est en électricité donc on va en avoir pas mal des intensités électriques. Donc on utilise J et ce J il est tel que JJ, J carré soit égal à moins 1. Parce que comme le I carré des mathématiciens, il vaut moins 1. C'est imaginaire, 2 carré moins 1. Bon, en d'autres termes, lui, il est sans dimension. C'est un nombre pur, il est en plus imaginaire. Donc, il ne va pas en plus avoir une dimension. Donc, lui, il est sans dimension. Vous voyez que là, j'ai une tension, là, j'ai une tension. Donc, forcément, ce truc-là, cette dimension-là, elle doit valoir 1.
Alors, ce qui est bien, parce que 1, c'est déjà de dimension 1, c'est sans dimension, c'est un nombre. Ce truc-là, par contre, il va falloir vérifier que JRC oméga, il est bien sans dimension. Alors, JRC oméga, c'est J fois R, donc la dimension d'une résistance, fois la dimension de C oméga. Ok. J, c'est 1. R, on va garder R pour le moment. Et C oméga. C oméga, ça m'arrangerait que ce soit l'inverse d'une résistance. Bon, je vais déjà voir ce que ça me donne. Oméga, c'est une pulsation. C'est donc des radians par seconde. C'est donc des secondes moins 1 ou un temps moins 1. Donc c'est l'AGC divisé par un temps. Alors là, il va falloir que j'utilise ce que j'ai ici. Quand je regarde cette relation-là, j'ai que la dimension d'une intensité, c'est la dimension d'une capacité, multipliée par un U, donc la dimension d'une tension, divisé par la dimension d'un temps. Le dt, c'est une variation de temps, une petite durée. Et donc, je divise par le temps. Et vous voyez que C sur T, de ça, j'en déduis que C sur T, c'est égal à une intensité divisée par une tension. Or, quand vous avez U égale RI, ici, une intensité divisée par une tension, c'est bien l'inverse d'une résistance. Donc ça, c'est du 1 sur la dimension de R. D'où, ce truc-là, c'est bien égal à 1. Et donc, c'est bien sans dimension. Donc, cette relation-là, a priori, dimensionnellement en tout cas, est correcte.